C'est le moment de la chronique de Steve Fortin au Journal du Soir de radioinfocité.com. Et voici votre animateur, François Saint-Louis. Bonsoir, mesdames et messieurs, en ce 31 octobre 2017. Eh bien, vous êtes sur radioinfocité.com et sachez qu'on va passer les 2 prochaines heures ensemble. Et la première devrait être encore des plus palpitantes ce soir. Steve Fortin, qui est avec nous à tous les mardis et qui commente l'actualité politique. Ben, ce soir, on a un invité. Je pense que vous le savez. On a fait un peu de pub là-dessus. J'espère que vous avez partagé, hein. C'est fait pour ça, les réseaux sociaux. Fait que partagez en masse ce soir. Lino Zambito est avec nous sur radioinfocité.com et Steve va comme le cuisiner un peu. Salut Steve, comment ça va? Ça va très bien, toi? Oui, ça va bien. Ça en passe depuis qu'on s'est parlé la semaine dernière. Ça bouge d'un peu partout. Et je pense qu'aujourd'hui, déclaration de Guy Ouellet à l'Assemblée nationale. En même temps, je pense que dans la minute ou dans les quelques minutes qui ont précédé son allocution, on apprenait que l'UPAC, en fait, collait une conférence de presse pour 16h30. Bon, est-ce que tu peux nous résumer un peu la journée? Ah oui, écoute, ce que je peux dire là par rapport à ça, c'est que j'ai bien écouté les 38 minutes là, du point de presse de Boulanger, Forgette et Lafrenière, donc les trois enquêteurs de l'UPAC qui se sont présentés là. Là, il faut comprendre une chose, c'est que si Philippe Couillard ne demande pas que l'UPAC fasse la lumière et s'explique, l'UPAC ne convoque pas ça. Et ce qu'on a, on a bien entendu Lafrenière d'ailleurs dire à une question d'une journaliste, si vous êtes convoqué en commission parlementaire, allez-vous y aller? Il savait très bien le nombre de fois. Il a dit, moi, j'ai été, en 7 ans, j'ai été convoqué 11 fois, puis je suis allé les 11 fois. Il sait exactement comment jouer la carte des médias et c'est un communicateur. Et la conférence de presse qu'on a vue là, les textes qui avaient été écrits là, ça a été très bien scripté. Chacune surtout la portion la plus longue, celle de l'enquêteur Boulanger, tout ça, ça a été très scripté et il y avait là-dedans de l'information, mais compte tenu qu'on l'a écrit et que les enquêteurs se sont tenus, surtout l'enquêteur principal, M. Boulanger, s'est tenu au texte, il y avait dans la partie, là, si on veut, des réponses, mais ça, j'y reviendrai. Mais en gros, là, ce qu'on a vu aujourd'hui, c'était Guy Ouellet qui affirmait une chose et l'UPAC qui, elle, réfute complètement ce que Guy Ouellet affirmait. Là, maintenant, c'est certain que les deux versions ne peuvent pas cohabiter et une des deux personnes ment. Donc, ou une des deux, si on veut, soit Guy Ouellet ment ou soit que l'UPAC ment. Et c'est troublant, en fait, parce que on est en présence d'un policier qui a un état de service et qui a toujours été loyal envers son parti. Et de l'autre côté, on a une organisation très opaque qui elle-même semble obéir à ses propres règles. Et c'est certainement pas la conférence de presse de l'UPAC qui, moi, m'a convaincu. Puis je l'ai réécouté même pour m'assurer là que il y a certains endroits où j'avais pris des notes. Je te le dis, François, là, moi, je suis resté sur ma faim et j'expliquerai pourquoi après. Mais j'ai aussi pris des notes pour notre invité, Lino Zambito, parce que je vais avoir quelques questions à lui poser, dont certaines touchent spécifiquement cette conférence de presse-là et cette explication-là, parce qu'à un moment donné, on a nommé le nom de Lino Zambito là-dedans. Donc, bien sûr que je vais le questionner par rapport à ça. Mais en gros, là, pour résumer, avant qu'on passe à M. Zambito, je veux qu'on comprenne bien une chose, c'est que tout ça relève jusqu'à maintenant, si on veut, de la communication publique. Et les journalistes et tout ça, il y a bien des questions que j'ai pas entendues.
tout reste à faire. Il faut espérer que que Lafrenière va être convoqué en commission parlementaire pour qu'il soit cuisiné par les parlementaires, ce qu'il n'aime pas du tout. Et c'est un forum où il est toujours un peu en danger. Si on le fait, qui sera le président de la commission des institutions? Qui sera là? Donc, ça sera manifestement pas Guy Ouellet. Je peux pas croire qu'il va être encore là pour le faire. Donc, ce sera intéressant tout ça. Mais il faut l'entendre en commission parlementaire. Et là-dessus, avant de passer à Lino Zambito, je vais vous dire une chose. Le Parti libéral est dans une situation un peu comme un serpent qui se mange la queue. Si le Parti libéral autorise qu'on fasse la lumière et que finalement plus de latitude à l'UPAC et tout ça pour qu'on ait vraiment là au fond des choses, plus l'UPAC va être libre de fonctionner, où il n'y aura pas de contraintes, là, plus on pourrait bouger sur le dossier du financement politique et plus le Parti libéral pourrait payer. D'un autre côté, si le Parti libéral décide de complètement fermer les vannes et on dit non, on n'entend pas en commission parlementaire et qu'on continue l'opacité, ben tout le monde comprendra que, comme c'est le cas depuis 7 ans, ce qu'on veut finalement, c'est de ne pas faire la lumière. Donc, le Parti libéral se trouve très coincé là-dedans. Est-ce que Lino Zambito est arrivé? Il vient tout juste d'arriver, mon cher Steve. Salut, Lino Zambito. Excellent. Merci beaucoup d'être là, Lino Zambito. Puis je tiens à dire aux gens qui nous écoutent que il n'y a pas eu de pré-entrevue. On ne s'est pas parlé avant, Lino. C'est pas la première fois qu'on se parle et j'aurai 4 questions pour toi. Et je tiens à mentionner là que tu n'étais pas au courant d'aucune de ces questions-là. Donc, voilà. Je vais commencer, Lino Zambito, avec ma première question. J'aimerais savoir, je suis curieux de savoir parce que l'enquêteur Boulanger a fait état là, d'entrée de jeu, ils l'ont tous fait, là, il expliquait un peu, bon, moi j'étais là depuis tant de temps à l'UPAC et tout ça. J'aimerais savoir, est-ce que toi, comme tu as rencontré l'UPAC, tu as rencontré beaucoup de gens là-bas, est-ce que c'est un enquêteur auquel tu t'es frotté? Est-ce que c'est quelqu'un que tu avais déjà rencontré? Est-ce qu'il t'a déjà questionné, l'enquêteur Boulanger qu'on a vu dans la conférence de presse? C'est celui qui était assis à gauche de l'écran. Non, j'ai jamais rencontré ni Boulanger, ni Lafrenière et ni l'autre qui était là, Forget. Monsieur Forget, oui. Oui, ces gens-là, m'a dire, sont pas accessibles. Moi, j'ai rencontré des gens de terrain, les vrais enquêteurs qui sont sur le terrain puis qui font l'ouvrage. J'ai jamais eu affaire à eux, non. OK. Ma deuxième question par rapport à ça, à un moment donné, il a été questionné, l'enquêteur Boulanger, et ça l'a un peu déstabilisé. J'ai réécouté l'extrait à quelques reprises. Il y a quelqu'un qui l'a questionné sur l'ambiance de travail à l'UPAC. Et on lui a demandé donc comment quelle est l'ambiance de travail à l'interne et tout ça, puis très, très bien. Il a pris une petite pause, il y a eu une mimique, on l'a vu quand même, c'était assez particulier. J'invite les gens à retourner écouter ça, l'extrait sur l'article du Journal de Montréal, entre autres. Tu as déjà dit à notre antenne qu'il y avait bien des gens qui avaient quitté tout ça. Qu'est-ce que tu as pensé de sa réponse de dire que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes à l'interne à l'UPAC? Ben écoutez, moi j'ai beaucoup de misère avec cette réponse-là. Premièrement, au mois de mai, quand M. Lafrenière a comparu devant la commission des institutions publiques à l'Assemblée nationale, on lui a demandé de fournir un document sur une enquête qui avait été faite à l'interne sur les relations de travail qui se passaient à l'UPAC. La semaine dernière, quand il a comparu de nouveau devant la commission des institutions publiques concernant le projet de loi 107, il semblait avoir oublié qu'on y avait demandé ce document-là. Il faisait comme s'il se rappelait pas, puis finalement, il a fourni le document il y a 2 jours. Puis il a fourni un document complètement claviardé. On voit rien de A à Z, le document est hachuré noir. Donc, juste en partant de la façon qu'ils ont fourni ce document-là, il y a de quoi qui se passe avec les enquêteurs à l'UPAC. Donc, si aussi les enquêteurs sont obligés de faire couler de l'information, c'est parce que l'ouvrage se fait pas et il y a de la frustration à l'interne.
Puis à un moment donné, il faut avoir l'heure juste savoir combien d'enquêteurs sont là, c'est quoi le roulement, pourquoi les enquêteurs chevronnés restent pas à l'UPAC, puis un taux de roulement si élevé à l'UPAC. C'est sûr que... Excuse-moi, Lino, qu'est-ce qui te fait dire ça? Comment tu as appris ça exactement? Ou je sais pas si même tu peux nous le dire, mais quand tu dis ça, c'est de l'information que tu as eue, ça, qu'il y avait un gros roulement? Oui, en parlant des enquêteurs. Puis j'ai rencontré des enquêteurs l'automne dernier. L'automne dernier, c'est ça. Ils étaient nouveaux à l'UPAC. Un venait d'Abitibi, puis était en charge du trafic, puis l'autre venait de Montréal, qui était sur le crime bancaire. Puis là, on les joignait à l'UPAC, puis on leur demande d'aller enquêter sur la collusion. J'ai passé, je vous dirais, un bon 25 heures juste à leur expliquer c'est quoi la collusion, puis comment ça se fait. Donc, à un moment donné, si on veut aboutir puis on veut conclure des enquêtes, faut garder les enquêteurs qui connaissent ça, qui sont chevronnés, qui ont été là-dedans, puis que ça fait déjà 3-4 ans qu'ils œuvrent. C'est pas en changeant et en amenant des nouveaux enquêteurs à l'UPAC qu'on va arriver à closer des dossiers comme Machuré et les autres dossiers qui sont en cours. Fait qu'il y a un réel problème. Puis la fuite vient de là, c'est de la frustration d'enquêteurs qui voient que les choses avancent pas et on s'attaque aux enquêteurs veut pas en menant une enquête comme on essaye de faire pour détecter les fuites à l'interne. C'est sûr que le climat à l'intérieur doit être pourri. Puis moi, je trouve ça très décevant que des hauts gradés de l'UPAC viennent en conférence de presse, là, puis les trois mentent à la population du Québec en pleine face. Je trouve ça, Lino Zambito, il faut le prouver, par contre. Écoutez, il faut le prouver. On va commencer un à un, on va les passer. Moi, j'ai pas de trouble. Les preuves sont là. Boulanger, je vous le dis, il dit que l'atmosphère est bonne. Moi, j'aimerais ça qu'on puisse interroger les enquêteurs puis voir si elle est bonne. Lafrenière vient dire au monde, tu sais, vous savez, toute l'après-midi, là, le président de l'Assemblée nationale s'est levé puis a envoyé un message clair. Le premier ministre a envoyé un message quasi clair. Pascal Bérubé il est allé au front puis a envoyé un message très clair. Puis eux, ils se mettent devant la population du Québec puis on dit, ben nous, gars, c'est notre façon, c'est de même qu'on travaille, puis si on arrête le monde dans une semaine, dans un mois ou dans un an, c'est de même. C'est la seule réponse qu'ils sont capables de donner, comme il a fait au mois de mai pour Machuré. Il avait promis d'amener cette enquête-là à terme. On est rendu 6 mois plus tard, on est rendu à 11 mois des élections, puis il n'y a rien qui se passe. Donc, à un moment donné, il y a un problème à quelque part. Puis je pense que le plus gros problème de l'UPAC sont imputables à personne. Ils répondent à personne. Nous, les citoyens du Québec, il faut prendre comme du cash qu'est-ce que ces trois-là sont venus nous dire après-midi. Ça va être difficile. Mais on n'a aucun moyen de vérifier. On n'a aucun moyen. Il faut prendre pour du cash qu'est-ce qu'ils nous disent. Ah non, mais ça marchera pas, Lino, parce que il y a une chose qui est certaine là. J'ai vu à un moment donné, quand on a parlé justement de l'échéancier des enquêtes, et il y a une journaliste qui a posé la question à savoir est-ce que il pensait, Robert Lafrenière, qu'il y aurait des accusations, puis il a fait exactement la même erreur, à mon sens, qu'il avait fait en fin 2014, lorsqu'il avait rencontré les parlementaires pour faire son bilan de fin d'année, ce qu'il fait à chaque année. Et il avait dit justement concernant les enquêtes politiques, 2015, ça va débloquer tout ça. Quand il sent la pression, par contre, il fait des erreurs comme ça. Puis là, il a dit que selon lui, là, c'était certain qu'il était pour avoir des accusations dans le dossier qui nous occupe, celui de la chasse effrénée. On n'a jamais vu les gens de l'UPAC, en tout cas certainement pas ceux qu'on a vus, les trois qui étaient là, les hauts gradés, aussi déterminés dans une enquête ou dans un dossier que celui de colmater les brèches. Donc ça, là-dessus, moi, j'ai pas été convaincu du tout. Puis moi, je vais aller plus loin. Marcel Forgette, qui était assis là,
Mes informations que j'ai, c'est lui qui avait arrêté la filature de Brandoni puis Jean Charest. C'est lui qui avait donné l'ordre aux gens qui faisaient la filature de l'arrêter. On n'a jamais su pourquoi. La population du Québec doit gober ça puis pas dire un mot. Il a un passé un peu douteux, celui-là. Il était là ce matin, cet après-midi, puis il disait « Ah, moi, j'ai travaillé pendant tant d'années à la Sûreté du Québec sur le crime organisé, mon passé. » Je vous le dis, il faut que les journalistes, comme vous, aillent fouiller. Mais là, j'espère que vos informations sont très, très fiables parce que les gens doivent comprendre. Très. Oui. Permettez-moi encore une fois d'établir pour le bien de nos auditeurs que pour M. Lino Zambito qu'on entend présentement, les conditions de libération conditionnelle de M. Zambito font en sorte que publiquement, comme ce soir, s'il fallait que M. Zambito commence à dire n'importe quoi, puis même est jusqu'à diffamer des gens, les conséquences sont telles que M. Zambito n'a pas du tout intérêt à commettre ce genre de... Ça, faut jamais l'oublier quand on parle et quand je parle avec Lino Zambito, j'aime le rappeler aux gens. Puis je vais aller plus loin que ça. Moi, j'ai un sérieux problème. Dans 3-4 dossiers, je suis un des témoins pour l'UPAC, dont celui de Mme Normando et d'autres à venir. J'ai un problème parce que j'ai perdu confiance à la haute direction de l'UPAC. Donc, je collabore avec un corps policier, une organisation policière, avec qui j'ai perdu confiance à la haute direction. On a un gros problème. C'est très, très problématique, en effet. Permets-moi, si tu le veux bien, oui. Lino Zambito, de te poser la troisième question. Oui. À un moment donné, on a entendu Robert Lafrenière à la toute fin. On lui a demandé si il avait, compte tenu de tout ce qu'on apprend, de comment ça va à l'UPAC présentement et de la crédibilité qui est vraiment entachée, la confiance qui est entachée en son organisme, on lui a demandé est-ce qu'il croyait qu'il y avait encore la légitimité pour continuer à mener cet organisme-là. Et il a dit lui-même jamais je me suis senti menacé. Puis pour lui, il disait qu'il avait tout à fait la légitimité pour continuer à le faire. Puis on voyait qu'il le faisait avec un ton assuré. Je me demande comment vous avez réagi quand il disait ça. Ben écoutez, moi, que si vous voulez qu'il dise, il peut pas dire j'ai perdu le contrôle de l'escouade. Sauf que, comme je vous ai dit, le président de l'Assemblée nationale lui a envoyé un message clair. Accuse ou excuse-toi. Là, on attaque des politiciens en fonction. Puis c'est grave, là. Puis là, moi, j'aimerais ça, là, qu'à Québec, là, on arrête de faire de la partisanerie. Tout parti confondu, on doit faire force commune pour se battre contre l'atteinte qu'ils ont faite à la démocratie. Ils sont allés arrêter un député en fonction. On l'a, il dit l'a pas. Allez voir le mot, oui. La définition de mot à pas dans le dictionnaire. Ça a été repris par beaucoup d'intervenants. Oui. Des journalistes, les gens ont très bien fait la différence entre l'APA et justement ça tenait pas debout, cette explication-là. J'aimerais ça vous l'expliquer. Monsieur Ouellet a été piégé. On a pris le cellulaire de Monsieur Despatie. On a texté Monsieur Ouellet. On l'a fait sortir de l'Assemblée nationale. On lui a donné rendez-vous à Station Laurier en lui faisant croire que c'était Despatie qui voulait le voir. Il s'est rendu là, puis je vais vous en mettre un peu plus. Quand il était rendu là, on a texté M. Ouellet en lui disant, on se faisait tout le temps passer pour le policier, l'ex-policier Despatie. Ah, il y a de la filature, là, je pourrais pas te rencontrer. Mais je t'ai laissé les documents dans telle poubelle du centre d'achat. Va les chercher là. Lui, il sait pas qu'est-ce qu'il s'en allait chercher. Il est allé chercher des documents, aussitôt qu'il s'est approché de la poubelle, on l'a arrêté. Fait que ça, si on appelle ça un appât, moi j'appelle ça, là,
qu'on a essayé de truquer puis de planter quelqu'un, un élu en fonction. Puis ça, c'est la vraie histoire, les détails tels que tels. C'est grave, qu'est-ce qui s'est fait. Qu'est-ce que vous avez pensé quand on vous a nommé, vous, parce qu'à un moment donné, M. Boulanger a voulu établir qu'il n'y avait jamais eu de photo de vous avec une des deux personnes qui avaient été arrêtées? Il y a deux façons de le voir. Pourquoi votre nom est sorti là? Deux façons de le voir. Soit qu'on veut pas me mettre en maudit parce que, comme je vous dis, je suis témoin dans leur dossier, fait que s'ils ont des photos de moi, puis Ouellet, je peux réagir d'une façon négative envers eux. Ou l'autre façon, parce que ça fait 5 ans que je traite avec eux, là, je sais comment ils pensent aussi. Ils peuvent envoyer un message en pensant... De quoi il parlait, Lino Zambito? Je comprends pas. Est-ce que quelqu'un, quelque part, dans un reportage que j'ai manqué, avait dit que vous seriez trouvé dans ces journées-là en compagnie de Guy Ouellet? Je comprends pas. Ben, la vraie histoire, là, c'est que quand on a arrêté M. Ouellet, on lui a dit que l'UPAC avait des photos qui ont été prises lors récemment de la filature où est-ce qu'il me rencontrait. C'est ça qu'on a dit à M. Ouellet. Puis ça, c'est vrai ou c'est faux? Mais oui, j'ai rencontré M. Ouellet. Je le rencontre souvent, M. Ouellet. Je connais M. Ouellet depuis 2009. Puis la raison pourquoi je rencontre M. Ouellet assez souvent, c'est parce que je pense que c'est un homme droit puis qui veut faire avancer la cause de la corruption au Québec. Puis quand quelqu'un comme moi c'est un peu spécial parce que, tu sais, j'ai plaidé coupable, j'ai reconnu mes torts, fait qu'on peut pas vraiment m'appeler un lanceur d'alerte. Sauf que depuis 1 an, je fais avancer la cause, puis je dénonce, puis j'essaye que la vérité sorte. Fait qu'à un moment donné, quand tu perds confiance à l'institution de l'UPAC, t'essayes de croiser du monde pour les informer, c'est quand même nos députés, à qui j'ai confiance totalement, puis j'essaye de voir comment qu'on peut faire avancer ça. Je m'ai jamais caché d'avoir rencontré Ouellet. Je le connais depuis 2007. Donc, qui me suit, moi, je suis ouvert, puis je dis à l'UPAC, arrêtez de faire de la filature sur mes comptes de téléphone ou sur ou qui je rencontre. Venez me voir, je vais vous donner mon agenda, on va sauver de la filature, puis ces gens-là, on les mettra à enquêter sur Machuré pour faire avancer ce dossier-là, pour aller voir qui faisait du financement illégal. Moi, j'ai pas à me cacher. On les salue, on les salue, Lino, s'ils nous écoutent, on pourrait leur dire bonjour. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Ma dernière question pour toi, c'est encore une fois, là, je vais référer à la conférence de presse. À un moment donné, M. Lafrenière a dit « J'ai jamais eu la prétention de pouvoir influencer un gouvernement. » On se souvient que une des déclarations que vous avez faites dans le passé, ça disait exactement ça, parce que vous avez été le premier à dire que, selon vous, son cabinet était en relation directe avec celui du premier ministre. Oui. Vous répondez quoi à ça? Ben, quand il dit qu'il n'a jamais pensé qu'il pouvait, qu'il n'avait pas la prétention qu'il pouvait influencer un gouvernement. Mais écoutez, les hasards font bien les choses alors. Parce que le jour quand il devait renouveler son mandat en 2016, comme par hasard, il y a eu urgence de régler le dossier Nathalie Normando. En 3 mois, j'ai été rencontré 5-6 fois. J'ai été rencontré le 23 décembre 2015, en 2016, puis ça pressait. Le dossier était urgent. Puis comme par hasard, on devait renouveler son mandat. Puis comme par hasard, il y a eu des arrestations le jour du budget. Ça, c'est l'épisode 1. La semaine passée, comme par hasard, on étudiait le projet de loi 107, qui doit être le projet qu'on doit donner un corps de police à l'UPAC puis donner plus de pouvoir. M. Ouellet l'a obligé à venir témoigner à l'Assemblée nationale dans la commission parlementaire. Puis là, comme par hasard, on arrête Ouellet, puis il y a eu de la filature sur lui. Écoutez, je ne sais pas comment qu'on peut appeler ça si c'est pas de l'intimidation, mais je peux vous dire que si vous faites le tour puis interrogez des parlementaires, je
je vous dirais qu'à 85% sont tous intimidés. Puis je pense que c'est ça. Le but est là, le résultat est là. Je trouve que le hasard fait bien les choses pour lui. Fait que si c'est juste des hasards, je veux pas avoir l'air d'un petit comique, là, mais vendredi soir, il devrait aller acheter un billet de l'Automax, puis samedi soir aussi, parce que le hasard pour lui, là, wow! Bingo pour lui. Ouais. À un moment donné, là, c'est là que je vous dis, quand ils vont à conférence de la presse, puis on parle à la population du Québec, faut pas prendre les gens, le peuple, pour des imbéciles non plus. Lino, Non, Lino, j'aurais une question. François Saint-Loup au micro, j'aurais une question. Oui. Est-ce que, à moins que Steve, tu veux poursuivre avec Lino? Mais non, allez-y. Madame Trudel, dans tout ça, Lino Zambito, on sait qu'elle t'a téléphoné après son arrestation. C'était quand son arrestation plus exactement? Là, parce que on peut se mélanger entre celle de M. Ouellette et celle d'Annie Trudel. C'était quand? Moi, j'ai eu un appel de Mme Trudel mercredi passé, Donc, en après-midi. tout de suite après son arrestation? Oui. Et quel était son état? Elle m'a appelé sur mon cellulaire. Ouais. Elle dit, Lino, j'ai été arrêté par les gens de l'UPAC. On m'a questionné, on m'intimide, on m'envoie des messages. Mm-hmm. J'ai dit, écoute, Annie, ne panique pas. Si on à t'arrêter, qui t'amène au poste, qui t'interroge. Mais s'ils n'ont pas de mandat pour t'arrêter, tu leur dis de te laisser tranquille. Puis s'ils insistent, prends ton téléphone, fais le 911, tu es à Montréal, appelle la police de Montréal, puis dis que tu es intimidé par des policiers qui n'ont aucun mandat. Ça va bien? Non, mais à un moment donné, écoutez, M. Boulanger le dit, sont allés arrêter Guy Ouellette sans mandat. On n'arrête pas le bandit du coin ou le pusher du coin. On arrête un élu de l'Assemblée nationale, puis lui, monsieur, je vais l'appeler monsieur Boulanger, prend la décision d'aller arrêter un élu sans mandat sous prétexte qu'il faut protéger de la preuve. Ben voyons donc, on n'est pas rendu en Russie. Et c'est le même monsieur Boulanger qui aurait arrêté quoi, une enquête mâchurée sur certains de... C'est ce que j'ai compris tantôt, c'est-tu bien ça? Non, il parlait de la filature d'Eddie Brandoni. Non, ça c'est non, c'est pas M. Boulanger, faut pas mélanger les affaires. C'est lequel? Non, ça c'est M. Forget. Forget, hein? M. Forget. Donc les deux là, qui étaient à la table ce soir, là, cet après-midi, Forget, lui, résume qu'est-ce qu'il a fait. Lui, Forget, c'est lui qui avait donné l'ordre aux gens qui faisaient la filature sur Brandoni, quand on a eu l'histoire que Brandoni est parti dans un hôtel parler à M. Charest qui donnait une conférence, la SQ suivait Brandoni. Puis quand ils ont vu qu'il s'en allait vers Charest, M. Forget, Marcel, a demandé un blackout. Dans les termes policiers, ça veut dire on arrête la filature. Mais là, arrêtez. Tu dis, Lino, que tu rencontres régulièrement Guy Ouellette. Madame Trudel, elle t'a téléphoné mercredi passé, tout de suite après son arrestation. Est-ce que tu rencontres Madame Trudel aussi? Oui, puis j'ai pas de cachette à faire, puis on va éviter de l'ouvrage aux gens de l'UPAC. J'ai dîné avec elle aujourd'hui, puis je me cache pas. Moi puis Madame Trudel, puis Ken Pereira, on a une mission commune. On veut que la justice, que l'UPAC fasse leur travail correctement, puis que les dossiers avancent. Dans le moment, l'UPAC enquête sur qu'est-ce qu'ils veulent. Ils répondent pas à personne. Je vais vous donner un exemple. On est en élection dimanche prochain dans toutes les villes au Québec. L'UPAC a perquisitionné à Blainville, Terrebonne, un peu partout. Ils se sont promenés partout. Moi, je vous le dis, là, ça fait un mois que je reçois des téléphones de conseillers municipaux de la population, puis on me dit, M. Zambito, c'est pas normal. Blainville, on a été perquisitionné il y a 2 ans. On n'a plus de nouvelles. Est-ce que l'administration en place, c'est bon, c'est pas bon? On fait quoi? Pareil à Terrebonne, pareil ailleurs. Fait qu'à un moment donné, là, on peut-tu dire à la population, mettons, je vous donne un exemple, Blainville, on a perquisitionné, on n'a rien trouvé, on ferme l'enquête, citoyens, ayez la tête tranquille.
où l'enquête est encore en cours, on s'en vient avec de quoi? On peut-tu tenir le monde informé? On peut-tu rendre des comptes à quelqu'un? On veut pas le faire à l'Assemblée nationale quand on va en commission parlementaire. On se cache derrière, les enquêtes sont en cours. Si on dévoile quoi que ce soit, on peut faire avorter l'enquête. Mais voyons donc. Cette année, il y a eu 5 arrestations. Puis on a commencé la conférence de presse aujourd'hui en donnant leur bilan. Laval, on le connaît. Ça fait 3 ans que vous le répétez, M. Lafrenière. Honoré, tout le monde connaît Honoré. Mais arrêtez de tout le temps le mettre dans votre bilan. Cette année, on a eu 5 arrestations. Puis ils ont eu lieu il y a 2 semaines. C'est pas normal, là. Ils engagent un paquet de monde à l'UPAC. Ils ont un budget quand même assez important. Les résultats sont pas là. Puis là, on se cache derrière l'arrêt Jordan. Puis encore, je sais pas si vous avez remarqué, M. Lafrenière s'est donné la porte de sortie. Nous, on va présenter un dossier au DPCP. C'est à eux à porter les accusations. Si dans toute cette affaire-là qui s'est passée la semaine passée, il n'y a pas d'accusation, il va se laver les mains, il va dire, ben moi, j'ai fait mon enquête, c'est le directeur des poursuites pénales et criminelles qui n'a pas porté d'accusation. C'est eux qui vont avoir le blanc. Puis là, on va dire, mais là, c'est sûr, le directeur des poursuites pénales et criminelles est proche du pouvoir. Ça se peut-tu que l'UPAC n'a pas bien fait sa job s'il n'y a pas des accusations qui n'ont pas été faites? Ça se peut-tu que dans Mèche-Churé, on a promis des affaires au peuple québécois au mois de mai, M. Lafrenière devant tous les journalistes, puis il n'est pas capable de livrer. Il y a tout le temps une excuse. Là, c'est Jordan. Oui, mais faut pas oublier une chose, par contre, c'est que c'est certain que dans notre système judiciaire, le DPCP doit déposer les accusations, on le comprend bien. Et dans le cas de Robert Lafrenière, ce qui arrive, c'est que compte tenu que cette personne-là, dans le passé, a eu un profil public, il a été sur la place publique et on l'a questionné, par exemple, les journalistes l'avaient questionné, il a donné une entrevue à la journaliste Kathleen Lévesque dans la presse fin 2014 où lui-même disait et se vantait, vous allez voir, il fanfaronnait 2015, ces enquêtes-là vont aboutir. Il a lui-même placé des espèces de jalons, des attentes qui ne pouvaient pas atteindre. Et puis, en ce sens-là, je trouve que le travail des parlementaires est très, très important. Et je te rejoins tout à fait, Lino Zambito, quand tu dis que le fait que ce soit attaqué à un parlementaire cette fois-là, il est allé, et que l'UPAC se soit attaqué à un parlementaire, on est allé trop loin. Et là, on entre dans une espèce de, si on veut, là, dans une zone là où on ne veut jamais aller. Et cette fois-là, j'ose espérer, et on va voir parce que la suite des choses s'annonce critique. Si jamais le parti au pouvoir décidait de bloquer toute comparution en commission parlementaire pour que cet aspect-là, très précisément, soit abordé, c'est-à-dire, attention, on n'arrête pas comme ça un député de l'Assemblée nationale, le président de la commission sur les institutions est obligé de partir en pleine journée, s'en aller parce que, comme tu dis, on l'a piégé, là, l'histoire d'APA, ça tient pas debout, et il quitte, il s'en va. Il y a quelque chose là-dedans là qui dépasse l'entendement. Il va falloir qu'on arrête parce que là où la conférence de presse et l'espèce de réponse que l'UPAC a donnée aujourd'hui n'atteint pas la cible et ne calmera personne, c'est qu'on n'en sait pas plus par rapport à ça. Ils ont nié, en fait, c'est qu'ils ont pris tout simplement les informations que les journalistes et que Guy Ouellet lui-même a données et ils ont nié ça point par point. Absolument. Mais ça, c'est facile à faire. N'importe qui aurait pu faire ça. Sauf qu'on a répondu à rien sinon que d'essayer d'attaquer la crédibilité du messager, c'est-à-dire Guy Ouellet lui-même. Donc, entendons-les, il faudra, parce que si jamais le commissaire s'adonnait à mentir en pleine Assemblée nationale, là, à un moment donné, là, on va dépasser les bornes. Moi, je trouve qu'on les a dépassés déjà, oui, ça fait longtemps. Je suis d'accord avec vous. Mais là, c'est critique qu'est-ce qui se passe là. Puis je veux que les gens qui nous écoutent comprennent bien. C'est un show de boucan, là, cette histoire-là, ce qui s'est passé aujourd'hui. Et moi, je regarde ça, je l'ai réécouté à quelques reprises, puis je me disais, mais c'est pas possible. On ne dit finalement rien et on essaie de sauver la crédibilité de là. Tout a été
ça, on savait bien qu'il ferait ça. Entre-temps, on n'a toujours pas plus de réponses sur ce qui peut mener à ce qu'on piège comme ça un député de l'Assemblée nationale. C'est très grave. La seule chose qu'ils ont admis, c'est qu'ils ont eu un problème informatique, puis que le communiqué a disparu pendant 2 jours, la fin de semaine. Mais, tout à fait. vous savez, ils ont parlé d'une arrestation. Puis là, quand ils ont été confrontés, ils ont été obligés d'admettre qu'il y en a eu 2 arrestations. C'est pas normal. Fait que non, ça c'est très négatif. Aujourd'hui, là, qu'est-ce qu'on peut comprendre de cette conférence de presse-là? C'est que quand l'UPAC émet un communiqué, faut pas croire qu'est-ce qu'ils disent. Parce que, comme leur explication a été, oui, mais on était en cours d'enquête, fallait sécuriser. Fait qu'on a mis une arrestation. Fait que quand l'UPAC émet un communiqué, il faut prendre ça avec un grain de sel parce qu'on ne sait jamais s'ils vont dire la vérité. C'est grave, là, on induit la population, les journalistes, tout le monde en erreur. Puis moi, je vous le dis, aujourd'hui encore, qu'est-ce qui m'a frappé le plus, c'est qu'il y avait l'air du gars qui se pétait les bretelles, qui a été 11 fois en commission parlementaire à répondre aux questions. Comme pour lui, il se cache pas. Mais moi, je peux vous dire que c'est la première fois depuis 10 jours, parce que quand il a passé en commission parlementaire la semaine passée, il a été questionné par les députés réellement. Pascal Bérubé a fait une job colossale dans ses questions. Là, on y pose des vraies questions. Là, qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui avec Jacques Chagnon? Ça, là, c'est des vrais faits. On le met au pied du mur à répondre. Les autres fois qu'il est allé en commission, là, sincèrement, aller écouter ses interventions, là, tout le monde était poli avec lui. On avait peur d'y poser les vraies questions. Puis moi, qu'est-ce qui me faisait, là, je vais vous le dire comme je le pense, qu'est-ce qui me faisait vomir, puis j'étais là le 4 mai, c'est que quand je me promenais dans les corridors, t'écoutais tous les commentateurs puis les analystes politiques, il est solide, il fait une bonne job. Ben oui, il répond à rien. Il dit juste qu'il va amener les bandits en prison. Il donne aucun détail, il sait rien, il peut pas rien dire, il se cache derrière son secret pour pas faire avorter des enquêtes, mais en bout de ligne, les résultats sont pas là. Puis dans l'industrie privée, les entreprises privées, quand le patron d'une compagnie ou d'une division fait pas l'affaire, on le met dehors. Pour le gouvernement, c'est notre plus gros problème, c'est ça qui nous fait perdre confiance aux institutions publiques. Il n'y a personne qui est imputable, il n'y a personne qui rend des comptes. Quand un sous-ministre ou quelqu'un se fait prendre, on le déplace. Mais là, oui, cette question-là de l'imputabilité est absolument centrale. Il est temps qu'on mette du monde à la porte quand ils font pas leur ouvrage. On est rendu là au Québec. Donc, je vais rappeler aux gens, on a été chanceux, on a eu Lino Zambito en entrevue avec nous et ici donc sur Radio Infocité, c'est un abonné de notre émission et je suis très content que vous nous fassiez comme ça don de votre temps et que vous preniez le temps d'expliquer et d'élaborer avec nous. On va conclure l'entrevue ici et on va donc poursuivre l'analyse avec François ensuite. Merci beaucoup, Lino Zambito, d'avoir pris le temps d'être avec nous. Et puis, je suis certain qu'on va avoir à se reparler dans le futur. Et bonne continuation dans cette espèce de croisade que vous avez entreprise là, de vouloir faire le ménage dans cette espèce d'imbroglio là qui existe. Là-dessus, on se rejoint totalement. Merci beaucoup, Lino Zambito. Merci à vous et bonne soirée. Merci. OK, salut bien. Oui, merci. Bonsoir. Et merci beaucoup pour toute, je dirais, la disponibilité que Lino nous a accordée ce soir. Steve, assez intéressant. On apprend que Mme Trudel était affecté et qu'il a des relations avec Mme Trudel, M. Ouellet. Et je pense que avec tout ce qu'il nous a apporté aujourd'hui, Lino Zambito, c'est qu'on est en droit encore une fois de se douter et de pas avoir pleine confiance en l'UPAC, encore une fois. Là. Oui, mais là-dessus, François, je vais dire une chose, puis on en a beaucoup parlé. Je veux déborder de ça un petit peu ensuite, là, mais je vais clore ce segment-là en disant ceci. La suite des choses sera déterminante et je ne pense pas qu'on ait rien réglé aujourd'hui
l'échéancier électoral qui s'en vient, on me dira, bien entendu, que la police ne peut pas être tributaire des échéanciers comme ceux-là, sauf que dans ce cas-ci, la question centrale, et Lino Zambito l'a souligné, puis je tiens à le dire aussi, le travail de Pascal Bérubé est colossal. Et là, maintenant, il a tissé sa toile pour s'assurer que un élément absolument essentiel fasse partie de l'équation, et c'est le fait que le commissaire de l'UPAC soit nommé aux 2/3 de l'Assemblée nationale et qu'il devienne imputable de l'Assemblée nationale. Parce que, en filigrane, ce qui ne va jamais marcher dans tout ça, c'est que le Parti libéral continue de vouloir s'entêter à nommer seul le commissaire de l'unité permanente anticorruption, comme il nomme aussi le DPCP et comme il nomme aussi les juges. Et tout ça mis ensemble fait en sorte que moi, personnellement, je n'ai absolument aucune confiance dans un système qui fonctionne comme ça. Et la politisation de ce système-là a engendré depuis l'ère Charest, si on veut, parce que c'est là que ça a vraiment explosé. Ne l'oublions pas, là, en date de 2014, dans la presse, on parlait de 540 nominations partisanes dans la haute fonction publique pour le Parti libéral, qu'on avait nommé des gens. C'est une fonction publique qui a été politisée à outrance. Et ça engendre quoi? Ça engendre des situations comme celle de la sous-ministre Dominique Savoie qui se présente devant les parlementaires et qui se croit plus importante que le ministre Poitiers et qui finalement déborde complètement, et on a vu ce qui est arrivé. On a dû la rapatrier au conseil privé tout près du premier ministre parce que ça devenait complètement gênant. Pourquoi ce serait différent, par exemple, à l'UPAC, la situation de népotisme qui existe là, cette espèce d'imbroglio familial qui existe? Je veux dire, il n'y a personne qui peut cautionner ça. Et là, au moins, on est là-dedans. Et ça il va y avoir un dénouement de ça. Ça ne pourra pas traîner parce que des gens comme Pascal Bérubé ne vont pas lâcher le morceau. Steve, tu parles de la suite des choses parce qu'aujourd'hui, on n'a pas appris beaucoup de choses. Je pense que Lino Zambito nous en a appris plus aujourd'hui que la conférence de presse de l'UPAC. Là, tu parles de la suite des choses. Tu as été un des premiers, et ça fait un bout de temps qu'on collabore ensemble, là, Steve, toi et moi, et tu nous as parlé il y a à peu près 1 an et demi, là, peut-être 2 ans, là, qu'un an et demi, même plus, pour être un petit peu plus précis, qui était pour avoir des fuites. Mais là, tu nous parles de la suite des choses. Évidemment, je vais te parler d'un autre sujet, là, du sondage dans la fin de semaine, mais là, pour terminer, c'est pour clore ce segment. À quoi est-ce qu'on peut s'attendre dans les prochaines semaines, là, avant Noël, admettons, dans ce dossier-là? Parce que là, ça se terminera pas demain matin comme ça, là, c'est l'arrestation de M. Ouellet et de Mme Trudel. Ce que je peux te dire, c'est que il y a des gens qui détiennent de l'information, parce que je t'avais déjà dit, il y a eu des fuites. Il y a des gens qui détiennent de l'information qui probablement se sont empressés de mettre ça quelque part. Ce qu'a fait Guy Ouellet aussi, là, à un moment donné, de rentrer comme ça dans un studio et puis de dire, oh, ben voilà, pour me protéger, je vais vous raconter ma version des faits. N'imaginons pas qu'il est le seul à avoir jamais fait ça, c'est-à-dire de se protéger en se donnant une 2e, une 3e, une 4e voix. S'il m'arrivait quelque chose, voici ce qui pourrait se produire et voici ce que je sais et tout ça. Donc, l'information a circulé à un moment donné et comme il y a plus qu'une personne, j'imagine, qui a eu à un moment donné accès à de l'information hautement compromettante, ces gens-là, je veux dire, il y a quand même il y a une façon là, de gérer ça. Puis, ce qui arrive, c'est que l'UPAC consacre d'énormes ressources pour essayer de traquer et de remonter partout où cette information-là pourrait se trouver. En fait, moi, tu sais, comme Lino Zambito le disait lui-même, on a agi très vite dans le cas de Nathalie Normando. Je comprends qu'il y a des témoins où il y a des gens qui procèdent par mesure dilatoire pour ralentir toute enquête. Tu sais, c'est pas un secret. Bibeau fait tout en son possible pour s'assurer que tout ça fonctionne pas. Mais d'un autre côté, quand
On se souvient, le journal, l'équipe d'enquête de Québécois, quand il avait révélé que le Parti libéral a réussi à imposer aux enquêteurs des mots-clés pour pas qu'on fouille dans les serveurs à partir de mots-clés comme Violette Trépanier. Ben, je veux dire, si c'est comme ça que ça fonctionne à l'UPAC, on est tout de même de prendre tout ça, on va mettre ça tout de suite dans les poubelles, puis on va dire, bon, ben, oublions ça, là, parce que ça marchera pas si on dit, bon, ben, dans vos données, là, ben, tapez pas Jean Charest, tapez pas Marc Bibeau, tapez pas Violette Trépanier, tapez pas Contrat, ben, je veux dire, là, c'est quoi, là, on va où avec ça? Puis, c'est pour ça que j'insiste sur une chose. Il ne peut pas y avoir de confiance dans le système de justice tant qu'il y aura apparence ou sinon conflit d'intérêts. Et puis, c'est une norme, c'est la base de la saine gouvernance que l'UPAC, que le boss de l'UPAC soit nommé par le chef du parti, par le gouvernement bien sûr, mais par le parti qui gouverne. Je veux dire, c'est pas normal que l'UPAC enquête sur le Parti libéral et que le Parti libéral forme un gouvernement majoritaire et qu'il nomme le boss de l'UPAC. C'est tellement simple, en fait, et qu'il nomme en plus les juges et que tout ça soit politisé depuis tellement longtemps. Arrêtons ça tout de suite, là, puis réglons ça. Quand on va régler ça, tout à coup, là, il va se passer ce qui s'est passé avec le Pro des Lavallois et ce qui s'est passé avec Union Montréal ouais. Puis en plus de ça, quand on regarde ça, le patron de l'UPAC, c'est le beau-père du boss de la Sûreté du Québec, puis l'enquêteuse la directrice des enquêtes spéciales et la femme du boss de la SQ. Là, on parle de népotisme. Là, on peut dire de temps en temps, bon, c'est le beau-frère, c'est des gens compétents. On pourrait aller plus loin que ça, François. On se souvient que quand Lino Zambito puis Luigi Coretti ont les deux dit que on se souvient de l'histoire de Jean Charest qui amenait 400 000 $ dans son auto. 600 000 $. C'était un événement de financement. Ben, qui était le garde du corps? C'était le frère de Lafrenière. Donc, tu sais, je veux dire, tout ça, il y a comme une espèce de... Il y a quelque chose là-dedans là, qui je sais pas, ça marche pas. C'est vrai, celle-là? C'était le frère de Lafrenière qui était garde du corps? Qui était le garde du corps, oui, qui était le garde du corps des gardes du corps de Jean Charest. Apparemment, qui était là ce soir. On rappelle l'histoire, mesdames et messieurs, 2 cocktails à 10 000 $ cash pour participer à ces 2 cocktails qui se sont tenus à Laval. Un de 20 personnes et l'autre de 10 personnes, ce qui fait un total de 30 personnes. En tout cas, ils ont ramassé 600 000 $ en 2 fois et selon Lino Zambito, il l'a dit à Dutrisac, on n'invente rien, et cette entrevue a été enlevée, retirée du site 98.5, et les profits de ces 2 cocktails auraient été mis dans la valise de Jean Charest, auto de fonction, la voiture de fonction de Jean Charest, et quelques temps après, Dutrisac perdait son emploi, et tout ça, ça fait pas longtemps, et on rappelle... je n'irais pas jusqu'à dire que c'est à cause de ça, non. Attention, mais... Non, mais c'est bizarre, mais il n'y a aucun ministre, aucun député libéral qui voulait aller parler à Dutrisac aussi. Il faut le dire aussi, là, c'est pas seulement que ça, faut pas... Et aussi, faut dire une chose, c'est que quand Lino Zambito a dit ici sur nos ondes, il y a à peu près, 4-5 semaines, 6 semaines à peu près, que tu l'as eu comme invité, que les enquêteurs chevronnés de l'UPAC ont tous quitté, ou presque tous quitté. Là, il y a un problème, et là, on met des enquêteurs sur le trafic qui viennent de l'Abitibi ou je sais pas trop quoi, comme enquêteurs à l'UPAC. Et c'est Lino Zambito, si je résume bien, qui est obligé de leur expliquer que c'est quoi de la corruption. Ça marche pas, là. Il y a quelque chose qui marche là, pas. On va inviter les gens à réécouter, réécouter l'entrevue parce que c'est Lino Zambito qui affirme ça. Oui. Je le répète, moi, quand j'entends Lino Zambito affirmer des trucs, il est maître de ce qu'il affirme et ses conditions de libération, les conditions de sa libération conditionnelle sont strictes et puis je sais qu'il fait attention quand c'est le temps de parler de ces choses-là, mais en tout cas, donc ça tout ça là, comme je le disais, en tout cas, c'est à suivre. C'est à suivre, oui. À suivre. Steve, il nous reste environ une dizaine de minutes max. Le sondage dans la fin de semaine. Là, on se dirige, on est à 11 mois là, et à 10 mois d'une campagne électorale. Tu analyses ce sondage-là comment? Le sondage de samedi matin, on rappelle les données, 34%, CAQ 29% libéral et 20% pour le PQ, 12% Québec solidaire. Et il y a un
pourcentage de francophones qui se dirigent pour la CAQ. Comment tu analyses tout ça, Steve? Premièrement, on est, nous, et je parle toi et moi, puis, tu sais, je veux dire, dans mes réseaux sociaux, j'ai des gens qui sont très, très politisés. J'adore discuter avec des gens de toute tendance et de toute allégeance politique, et tout ça, on est des mordus de politique. Dans la population, en général, toutefois, quand on dépasse ce cercle-là, qui est, somme toute, restreint quand même, il faut le dire, faut pas penser que les gens sont aussi férus et qu'ils se tiennent là au courant, qui vont, tu sais, il peut y avoir certainement un déplacement du vote en fonction d'éléments qui nous apparaissent ou qui peuvent apparaître à des gens qui s'intéressent à ça de façon très, très, très engagée, un peu futile. Et ce qui arrive en ce moment, d'après moi, c'est que il est en train de se passer un phénomène où une grande part de la population qui est désabusée, qui est plus intéressée par la politique, et on les comprendra parce qu'il faut être très fort pour s'intéresser à la politique, me semble-t-il, quoi que c'est essentiel. Mais ça se pourrait très bien qu'une grande part de la population cherche tout simplement un refuge, un endroit où caser son vote pour se débarrasser du Parti libéral. Mais on n'est pas non plus dans une époque où, me semble-t-il, on soit prêt là au Québec à faire des grands changements puis se lancer dans des grandes aventures. Comprenons-nous bien, la coalition Avenir Québec, c'est le plus petit dénominateur possible de changement parce qu'en fait, c'est pas un changement. La droite fédéraliste qui réussit à imposer comme option son clone. Et ça, je veux dire, à renfort de belles couvertures, tu sais, je veux dire, François Legault, là, jusqu'à maintenant, il n'a pas été trop confronté. Et puis, j'ai pas entendu tant que ça, moi, des entrevues où on lui faisait la vie dure, comme on a fait, par exemple, dans certaines entrevues à Jean-François Lisée, parce qu'il avait osé dire les invités de Justin Trudeau. Je veux dire, des gaffes comme ça, là, depuis 2014, François Legault en a fait à la douzaine, là. Et puis, il s'est enfargé un peu partout et tout ça. Il a pas été astreint, il n'a pas été soumis à ce genre de couverture-là. Et il n'est pas, il n'est jamais, en tout cas, de la même façon, si on veut tailler, tenailler, puis, et c'est sûr que dans ces conditions-là, ben, ça aide à devenir comme une espèce de valeur refuge où, justement, tu sais, on change, mais en fait, on change pas trop, puis, là, la job du Parti québécois, c'est de bien faire comprendre que il reste encore beaucoup de temps pour ça, mais c'est de bien faire comprendre, et ça devrait être un message qu'on répète sur toutes les tribunes, que la CAQ, c'est le plus petit dénominateur du changement, et c'en est pas un. Et on explique, et à renfort d'exemples, il y en a tellement, pour que les gens comprennent bien que il n'y a pas de changement là. Et que le programme que la CAQ privilégie, son programme politique, ben c'est pas, il y a rien là-dedans de différent à telle enseigne que on est capable d'aller chercher facilement au Parti libéral un ministre à la CAQ. Et quand il a gagné le Louis Hébert, la caricature d'Y était géniale là-dessus, où on voyait François Legault tout en sueur qui demandait à sa nouvelle députée, là, t'es sûr que tu vas pas partir, là, parce qu'elle venait des rangs libéraux, tu vas pas retourner aux libéraux. Je veux dire, et c'est là qu'il faut travailler absolument. Maintenant, est-ce que je crois que cette tendance-là, elle n'est pas réelle? Moi, tu sais, c'est une tendance lourde, là. Pour les mordus de sondage comme toi et moi, François, je peux te dire une chose. Depuis l'élection de 2014, il n'y a pas un sondage qui a donné le Parti québécois en haut de 30%. Donc, il faut arrêter de penser que tout à coup, le Parti québécois va s'imposer, puis que la pente, elle est très, très abrupte. Et il faudra qu'il se passe quelque chose d'assez... de très, très grand, de colossal même, je dirais, pour que cette tendance-là soit complètement renversée. Mais c'est pas impossible. Et pour que les gens le comprennent bien, on peut regarder, il y a différents articles qui ont été écrits là-dessus. On peut faire une recherche wiki aussi, on va les trouver. On va trouver tous les sondages qui ont été faits en politique fédérale
un an avant les élections jusqu'aux élections. Et à un moment donné, il y a eu un écart de plus de 40 points qui séparait tous les 3 partis qui ont été dans la course à un moment ou à un autre. Donc, il y avait 40 points d'écart, plus 20, moins 20, on s'entend, là. Donc, ça vous donne une idée, là, que c'est pas insurmontable, il faut faire attention à ça. Sauf que la politique québécoise est différente de la politique fédérale, mais si on veut chercher un peu d'enseignement par rapport à ce qui s'est passé il n'y a pas tellement longtemps aux dernières élections fédérales, il n'y a rien qui est joué, là. Puis, probablement même qu'il y a des stratèges, puis j'ai parlé à certaines personnes, dont quelques amis que j'ai encore et qui sont importants pour moi, qui sont à la CAQ, des amis proches, et certains s'inquiètent que ces sondages-là arrivent beaucoup trop rapidement. Oui, c'est évident, ça arrive tôt, mais comme on disait tantôt, comme tu disais, il y a une tendance, disons, lourde, mais il reste une chose, c'est que si tu étais conseiller là, au Parti québécois là, de Jean-François Lisée, tu lui dirais quoi? Ben, je lui dirais... Parce que Facal dit ce matin... Facal dit ce matin qu'il faut faire l'identité, il faut jouer avec l'identité. La première chose que je lui dirais, c'est combien ça coûte. Puis, mais de façon plus sérieuse, c'est que le plan de match maintenant pour moi devrait être celui-ci pour François Lisée. D'une part, regardez, et ça c'est certain que ça a déjà été fait, là, il y a des gens de valeur, de grande valeur, je trouve, au Parti québécois. Et il y a des gens à un moment donné qui vont mettre ça en branle, c'est-à-dire bien établir quelles sont les contradictions du côté de la CAQ et tout ça. Ça sera fait. Pour ce qui est de ce que le Parti québécois devrait proposer maintenant, on aura la chance d'y revenir parce que ça se termine, mais je pourrais te dire ceci. Ne pas avoir peur de ce qui a mené à la fondation du Parti québécois et revenir à la source et être capable et avoir les convictions, avoir la force des convictions qui ont vu naître le Parti québécois et d'arrêter d'essayer de naviguer là en fonction d'un électorat qui, pourrait-on penser, ne serait pas prêt à entendre ce qui fait en sorte que des gens ont fondé à un moment donné ce parti-là. Et si le Parti québécois, on parle souvent du chef, là, mais il y a des gens de valeur dans ce parti-là. Je pense à Pascal Bérubé, mais je pense aussi à d'autres députés qui sont là. La meilleure jeune députation au Québec, là, elle est du côté du Parti québécois. Qu'on mette ces gens-là devant, qu'on les laisse porter le ballon, que Jean-François Lisée s'efface un tout petit peu et laisse ces gens-là prendre le plus de place possible pour que le Parti québécois affiche ses convictions. OK, c'est bon. Et écoute, je pense qu'il nous reste peu de temps, Steve, là. Dernier commentaire, dernière prédiction que j'aimerais que tu fasses. Je sais que tu n'es pas un gars de Montréal, mais qui va gagner la mairie de Montréal? Eh boy, je suis content de ne pas avoir à voter parce que, honnêtement, il y a bien des choses que j'aime de Valérie Plante, mais sa position sur la langue et surtout son appui absolument inconsidéré au multiculturalisme de Trudeau ferait en sorte que j'aurais beaucoup de difficultés à voter pour elle. Je connais des gens qui en sont réduits à regarder qui est dans leur quartier pour prendre une décision et tout ça. J'espère sincèrement que Denis Coderre va être défait. Laissons la chance et j'espère que Valérie Plante sera élue mairesse malgré tout. J'espère qu'elle aura l'opportunité d'être la première mairesse parce que au niveau provincial, ça a été un truc qui a été avorté. Pauline Marois n'a jamais eu la chance de terminer son discours et on connaît la suite. Et à cause de ça, je trouve que ça a été teinté. Faisons les choses comme il faut à Montréal cette fois-là. Et j'ose espérer que les gens vont se donner une première mairesse et ensuite qu'il y aura des gens autour d'elle pour un petit peu, si on veut, là, refroidir ses ardeurs par rapport au multiculturalisme et les réchauffer un peu par rapport à la langue. Ah, et avec Luc Ferrandez, président du comité exécutif, c'est ça, hein? Ben, ça sera, en tout cas, c'est ce que je peux dire pour le moment. Ouais. Et qui va gagner? Ben, je crois sincèrement que Valérie Plante a des bonnes chances.
mais il y a une grande part de sa victoire qui tient au fait qu'elle pourra faire sortir un segment du vote qui, malheureusement, est moins fiable que celui de Denis Coderre. Donc, j'ai l'impression que Denis Coderre va gagner malgré tout. Si tu me demandes mon avis, là, j'ai l'impression que Denis Coderre va remporter la mairie parce que son segment du vote est plus solide et moins stable que celui sur lequel repose la victoire de Valérie Plante. Steve Fortin, ça a été fort intéressant ce soir. Excellente entrevue avec Lino Zambito et je pense que, en tout cas, tu te dépasses à tous les soirs puis c'est ça qu'on aime ici sur radioinfocité.com. Merci beaucoup de ta collaboration. Et puis, on invite les gens à aller te lire encore une fois sur stevefortin.québec. C'est bien ça, hein? C'est ça. Merci beaucoup et à la prochaine. Salut, Steve. Steve Fortin, qui était avec nous encore une fois cette semaine. Et je pense qu'on a eu la chance d'avoir Lino Zambito. Ce qui fait que ceux qui ont manqué l'entrevue, mesdames et messieurs, je sais pas, Jean-Marc, est-ce que tu peux la remettre vers 23h ou tu as déjà planifié quelque chose d'autre? Je sais pas. Est-ce que je sais pas, tu n'auras peut-être pas le temps. Donc, on va peut-être vous faire signe là, sur notre... on va peut-être mettre ça, disons, en priorité là, sur notre site. Aussitôt que la version coupée pour l'interview va être disponible sur... va être prête, va être postée en premier sur le site web de radioinfocité.com comme toutes nos émissions. Et vous allez également la voir apparaître sur notre chaîne YouTube en format audio seulement, mais elle va être allez sur notre chaîne YouTube.com sur radioinfocité.com, excusez-moi, sur YouTube et abonnez-vous, vous allez recevoir tout de suite les alertes. Ouais, c'est bon, ça, c'est bon. Puis là, on s'en vient techno, mesdames et messieurs. Hey, Jean-Marc, il m'a donné un petit cours tantôt, juste avant l'entrevue de Steve. Comment jouer avec les caméras. Ouais. Bon, ouais, ça aussi. Puis essayer de régler nos problèmes de son qu'on a. En tout cas, moi, que j'ai souvent, là, avec ce que j'ai dit, mon écho. Mais il m'a montré quelques trucs, Jean-Marc, là, tantôt. Encore une fois, merci beaucoup, Lino Zambito. Ça a été fort intéressant. Toute je dirais, la disponibilité que vous nous, donné ici sur radioinfocité.com, c'est grandement apprécié par nos auditeurs et on l'a vu ce soir avant l'émission, il y a beaucoup de monde, beaucoup de gens qui avaient hâte de l'entrevue, d'entendre l'entrevue. On va passer à une pause et puis tout de suite après là, c'est